Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue au Forum Radio J. Donc vous êtes l'invité Philippe Juvin. Bonjour. Bonjour. Alors 3 ans tout juste après l'invasion russe de l'Ukraine, Donald Trump menace donc de mettre brutalement fin à l'assistance continue à Kiev. De l'Ukraine au Proche-Orient, les premières initiatives du président américain rendent-elles le monde plus ou moins sûr? Et puis, l'Europe est-elle prête à la guerre commerciale que Trump lui promet? Dans ce contexte, quid de la voix de la France? Qu'attendre de la rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump demain à la Maison-Blanche? Le président français peut-il parvenir à faire changer d'avis son homologue américain? Mais pour commencer, Philippe Juvin, cette attaque terroriste islamiste commise hier à Toulouse par un Algérien sous OQTF, un problème franco-français ou un problème franco-algérien? Un problème à la fois franco-français et franco-algérien. Mmh. Franco-français parce qu'on voit bien les effets d'une immigration totalement incontrôlée, avec sur notre territoire aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes qui sont sommées de quitter le territoire national et qui ne le quittent pas, et dont certaines prônent une haine de la France. Regardez ça. Ça veut dire que vous dites comme Bruno Retailleau, c'est un problème issu de l'immigration? Bien sûr, oui. Un problème migratoire? Oui, il faudrait être aveugle pour ne pas voir qu'il y a évidemment une relation entre une insécurité et une immigration incontrôlée. Donc, problème franco-français, avec des dizaines de milliers de bombes potentielles de gens qui sont sur notre territoire, qui détestent la France. Bombe potentielle, ça veut dire quoi? Des gens capables de prendre un couteau et de faire ce qui s'est passé hier. La haine... Et donc on précise quand même un mort et 3 blessés graves. La haine qui est véhiculée sur les réseaux sociaux, en particulier par un certain nombre d'influenceurs algériens, on va en reparler, montre bien qu'on a une population qui est très sensible à cela et qui ne devrait pas être sur les territoires et que nous n'arrivons pas à expulser. Donc il y a un problème franco-français, nos procédures sont inadaptées. Alors il y a un problème franco-algérien. Alors on va parler d'abord de l'Algérie, ensuite du problème franco-français, notamment au niveau juridique. On précise des choses, cet Algérien sous OQTF, entré illégalement en France en 2014, condamné après le 7 octobre à 6 mois de prison ferme pour apologie du terrorisme, donc du Hamas, a été refusé à 10 reprises par l'Algérie. Est-ce qu'il y a des moyens pour faire plier l'Algérie? Et est-ce que vous dites comme Bruno Retailleau, aucun pays n'a un droit de tirage pour humilier la France? Évidemment, et les rapports de force, les rapports entre États sont toujours des rapports de force. Nous continuons à payer, plus de 60 ans après l'indépendance, une sorte de rente mémorielle qui n'a plus de sens. Il est temps que les relations entre l'Algérie et la France soient des relations d'État adulte à État adulte. Ça n'a jamais été le cas? Ça n'a jamais été le cas. On voit bien qu'en permanence, d'ailleurs, c'est ainsi aussi que le régime algérien perdure, c'est qu'il perdure sur la haine répétée de la France en disant on va les faire payer de tout ce qu'ils nous ont fait du colonialisme. Le colonialisme est loin d'être une page glorieuse de notre histoire, mais ça fait 60 ans que l'Algérie est indépendante, ça fait 60 ans que le destin des Algériens est aux mains des Algériens, et c'est aussi à eux de se prendre en charge. Donc il suffit de faire payer en permanence à la France leurs propres insuffisances. Comment imposer un rapport de force à l'Algérie, ce rapport de force souhaité par Bruno Retailleau et par, a priori, le gouvernement? Et nous avons demandé, nous les Républicains, il y a 1 an, l'abolition de l'accord franco-algérien de 1968. Pour l'instant, c'est pas fait? Ça va venir? Ce n'est pas fait. Qui, je vous le rappelle, donne des droits supplémentaires aux Algériens par rapport à d'autres pays. Il est temps que l'Algérie passe dans le droit commun. La France est très généreuse, donne, je crois, 2,5 millions de visas par an, pas seulement aux Algériens, bien entendu. Donc on ne peut pas qualifier la France de pays non généreux. Simplement, cette générosité, elle ne peut pas être les yeux fermés et dans la naïveté. Près de 900 000 immigrés d'Algérie résidaient en France en 2023, ce qui en fait le premier groupe devant les immigrés du Maroc. C'est une chance pour la France ou c'est une chance pour l'Algérie? Ou c'est un problème? Écoutez, ce qui est très clair, c'est que d'abord, il y a Algériens et Franco-Algériens. Il y a beaucoup de nos compatriotes français qui sont de double nationalité. C'est ainsi, c'est l'histoire. Et on sait que dans un certain nombre de corps de métier, les Franco-Algériens ont un rôle important. Moi-même, dans mon service, j'ai des Franco-Algériens. Donc service, qui on sont de précise grande les qualité, choses, service hospitalier. Oui. D'urgence de l'hôpital Pompidou. Donc la question, et ça veut dire, attendez, il y ouais. a un point collatéral. Ouais. Sans ces médecins d'origine étrangère, les hôpitaux ne pourraient pas fonctionner? Sans ces médecins
à diplôme étranger, mais là je parle de franco-algérien à diplôme français, ce qui était tout à fait différent. Et si vous me posez la question des médecins à diplôme étranger, s'ils n'étaient pas actuellement sur le territoire, le système de santé s'écroule. Donc moi je suis très favorable. Quel pourcentage de médecins étrangers par rapport à l'ensemble des médecins dans les hôpitaux? Écoutez, je sais que en matière dentaire, par exemple, j'ai vu le chiffre hier, la moitié des nouveaux dentistes qui s'inscrivent au Conseil de l'Ordre chaque année sont à diplôme étranger, la moitié. Mais ça peut être des Français aussi. Ça peut être des Français à diplôme étranger. Et je pense qu'on doit être aux alentours de... l'année dernière, il y a 2500 médecins étrangers qui ont été autorisés à venir travailler en France et à entrer dans un processus de formation. La question que vous posez est une question très intéressante parce que quelle est la nature de l'immigration que nous vivons? Et dont nous avons besoin. La France est le pays d'Europe qui accueille le plus d'immigrés non qualifiés. Donc, ce que nous voulons, nous, républicains, c'est diminuer l'immigration illégale, l'arrêter. Quant à l'immigration légale, elle doit être désormais une immigration choisie. À quoi ça sert au pays d'avoir des gens absolument non qualifiés qui arrivent sur le territoire? Donc oui, moi, je veux des techniciens, je veux des médecins, je veux des infirmiers, mais je ne veux pas des gens qui n'apportent rien à la République et au pays. On en revient à la question précédente. Oui, revenons. Donc, l'Algérie. L'Algérie. Donc, ces immigrés algériens ou franco-algériens qui sont en France, une chance pour la France, une chance pour l'Algérie ou un problème? Eh bien, s'ils ne sont pas qualifiés, ce n'est pas une chance. S'ils ne partagent pas notre mode de vie ainsi que ses principes, ce n'est pas une chance. Quand vous voyez qu'il y a aujourd'hui, à l'école c'est toujours intéressant parce que c'est là que se crée le futur citoyen. L'impossibilité dans certains quartiers, l'impossibilité totale d'enseigner un certain nombre de pages de l'histoire de France, de la Shoah à l'affaire Dreyfus, ça devrait nous interpeller. C'est lié à l'immigration? En grande partie, bien entendu. À l'immigration d'ailleurs ou à l'intégration qui n'a pas fonctionné? Et en fait, vous posez la vraie question. Pendant des années, la France a été un grand pays d'immigration. Certains historiens prétendent même si c'est un peu contesté, que depuis l'an 1000, la France est le pays qui a le plus accueilli d'étrangers sur son sol. Mais une des caractéristiques de cette immigration, pendant des années, c'est non seulement qu'elle était chrétienne et pas musulmane, c'est évidemment plus facile d'intégrer un Polonais catholique qu'un Tchétchène musulman, ça va de soi, tout ça est évident, mais il y avait cette intégration, cette assimilation, ce principe simple qui disait, quand vous venez en France, eh bien vous devenez français, et on vous apprenait à l'école nos ancêtres les Gaulois. On voit très bien qu'aujourd'hui, on cultive au contraire les différences et on nie l'existence, la question de ce qu'être français. Donc la question de l'immigration s'est résout à cette question. Que signifie être français? Qu'est-ce que nous partageons? Or, nous partageons de moins en moins, puisque vous voyez que des populations arrivant sur le sol se ghettoisent et vous expliquent que, par exemple, il n'est pas possible de ne pas croire en Dieu. Par exemple, il n'est pas possible d'aimer quelqu'un du même sexe. Bien, si vous avez ce type de valeurs qui se développent sur le territoire, eh bien, en réalité, la nation va un jour disparaître au profit de tribus. C'est ce que disait Finkielkraut il y a quelques années dans un article célèbre. La nation se fractionne au bénéfice des tribus. C'est ce que vous constatez? C'est ce qu'on voit tous les jours. Un certain nombre de quartiers en dehors de la République. Je faisais... Vous parlez toujours du territoire perdu de la République? Je faisais une campagne électorale, je me souviens, dans une commune des Hauts-de-Seine, pourtant, qui n'est pas le département le plus frappé par une immigration incontrôlée. Et j'avais des gens qui venaient me voir en me disant « Mais moi, je ne trouve plus de charcuterie dans mon quartier. » On voit bien qu'il y a une difficulté. Les gens ont l'impression d'être dépossédés. Donc, l'immigration devient un problème quand les immigrés ne sont pas en mesure ou on ne leur donne pas les moyens de s'intégrer et de s'assimiler. Et d'une certaine manière, l'État a sa responsabilité, puisque pendant des années, l'État a veillé à cette intégration. Et aujourd'hui, l'État est spectateur et fait le pari que, par miracle, on se demande comment, des populations arrivées sur le territoire et qui se ghettoisent pour des tas de raisons, y compris sociales et économiques, eh bien, vont naturellement devenir français. Non, nous avons un devoir de favoriser cette intégration, cette assimilation, en particulier par l'école. L'école, c'est fondamental. Je vous rappelle que quand l'école dysfonctionne, c'est le creuset ensuite des communautarismes. Le mot taliban signifie étudiant. C'est donc à l'école que tout se fait. Ensuite, les problèmes enchaînent. Vous parliez tout à l'heure des influenceurs algériens. Oui.
Ce problème avec les influenceurs algériens remonte au mois de janvier. La France insoumise a été en première ligne pour défendre la position des autorités algériennes concernant les influenceurs. Donc l'Algérie qui a refusé de récupérer notamment l'un d'eux qui avait mis des propos d'apologie du terrorisme, haineux contre la France, ainsi de suite. Et donc la LFI qui a dénoncé la France. Ainsi, la fédération France-Algérie, dirigée par une élue municipale LFI, qui s'appelle Karima Katim du Blanc-Ménil, qui a été coordonnatrice aussi de la campagne du présidentiel du président Tebboune en Ile-de-France, ne voyait pas, après les premières tensions entre la France et l'Algérie en janvier, je la cite, entre guillemets, en quoi l'Algérie humilie la France. Et elle a ajouté, on essaie de fracturer la population algérienne en France, je ne le laisserai pas faire, on met tout sur le dos de l'Algérie, on fait de la chasse aux Algériens, l'Algérie, matin, midi et soir. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire un premier sentiment, c'est que nous ne devons pas, évidemment, avoir des attitudes qui fassent que les franco-algériens s'estiment exclus de la communauté nationale. Ils sont français, et moi je les reconnais français en citoyenneté. Maintenant, dire que l'Algérie n'utilise pas la haine de la France comme un moteur politique, c'est aussi être aveugle. Je dis simplement que si le président algérien se maintient, s'est maintenu au pouvoir, c'est aussi en cultivant cette haine de la France. Et quand vous êtes français, vous devez avoir les yeux ouverts. Il faut voir ce que l'on voit. Quand vous avez des influenceurs algériens qui, leur micro, appellent à la haine de la France, écoutez, je suis désolé, il n'y a même pas de commentaire nécessaire. Il suffit de voir ce que l'on voit, comme disait Peggy. Mais d'ailleurs, ce qui s'est passé à Mulhouse hier, c'est une conséquence de ça ? Est-ce que c'est une conséquence de l'appel au meurtre, au terrorisme de ces influenceurs et derrière de l'Algérie ? Il est probable, enfin c'est pas une conséquence directe, bien entendu, on ne va pas faire des influenceurs les meurtriers. Mais je parle de l'Algérie aussi. Mais il est clair qu'à la fois une immigration incontrôlée avec des dizaines de milliers d'OQTF qui ne sont pas renvoyés sur le territoire, des influenceurs qui appellent à faire en sorte que la France soit détestée et détestable, une Ercilia Soudeh qui soutient Ahed Tamimi, militante palestinienne, qui appelle à boire le sang des Israéliens, et en réalité derrière la haine des Israéliens, il y a la haine du monde occidental. On voit bien que se créent les conditions d'une haine générale de l'Occident qui, évidemment, apportée, présentée à une population fragile, socialement isolée, ghettoisée, qui ne parle qu'entre elles, eh bien, crée les conditions d'une explosion telle que nous l'accordons. Ça veut dire que LFI et ces franco-algériens, ce sont les ennemis de l'intérieur ? Cela signifie que ceux qui font l'apologie de la violence et du terrorisme sont un danger, et sont un danger en particulier parce qu'ils agitent un certain nombre de gens fragiles. Et ils fracturent, ils montent des pans entiers, des millions de Français se sont mis à détester d'autres millions de Français. Nous n'avions jamais vu ça depuis l'occupation. Et LFI, oui, je pense que LFI, globalement, ils ont des paroles qui font qu'on n'aime pas la France ni les Français. Et quant à Rima Hassan, pardon, mais essayez de trouver un seul mot, une seule phrase de son amour de la France, quand elle vous explique que le paradis sur Terre ou je ne sais pas quoi, c'est l'Algérie. Non, oui, on a une difficulté avec la LFI qui se fait pour des raisons électoralistes et peut-être aussi pour des raisons philosophiques beaucoup plus graves, porteuses d'une idéologie de détestation du pays. Ouais. Ennemi de l'intérieur ? Détestation du pays. Il y a un moment où quand vous créez les conditions de la haine, de tout ce qui est français, de tout ce qui a fait notre pays, et de tout ce qui a fait notre fierté, oui, bien entendu, on est face à des gens qui créent les conditions d'un chaos intérieur. Ouais. Un chaos intérieur dont on reparlera. Une crise entre Paris et Alger, entre la France et l'Algérie, sur fond d'arrestation et d'emprisonnement arbitraire de Boualem Sansal qui a débuté une grève de la faim parce que l'Algérie a refusé qu'il soit défendu par un avocat français. Parce qu'il était juif. Parce qu'il était juif. Oui. Est-ce qu'il n'est pas devenu, Boualem Sansal, l'oublié de la République ? Alors d'abord, il n'est pas oublié puisque nous en parlons. Mais là aussi, vous voyez, nous sommes là tranquillement à commenter le fait que un intellectuel est mis en prison parce franco-algérien. Un intellectuel, et quand bien même. Bien sûr. Un intellectuel franco-algérien, mais un intellectuel d'abord, est mis en prison parce qu'il a écrit un certain nombre de choses qui ne plaisent pas à un pouvoir en place.
Et il y a des gens qui sont capables d'essayer de justifier cela. Nous ne on devrions reparle de même LFI, pas on va avoir à en reparler de LFI, commenter. là, hein. Nous ne devrions même pas avoir Ouais. de LFI en particulier, bien entendu. Et Il d'abord, y a eu le vote au Parlement européen. Hein, Rima Hassan et toute sa bande au Parlement européen n'ont pas voté une résolution qui appelait à la libération de Boualem Sansal. Donc, il faut ouvrir les yeux. C'est ça qui est terrible, c'est que nous avons l'impression de voir des choses que d'autres ne voient pas, et même dont d'autres nient la réalité. Vous avez aujourd'hui un parti politique en France qui soutient ouvertement qui fait le lit de haine anti-française. Là, vous parlez, et de haine de liberté. Vous parlez de LFI. Hein, le lit de la haine anti-française. Le lit d'une haine anti-française, mais d'une haine anti-occidentale plus généralement, bien entendu. Et donc, qui peut déboucher sur du terrorisme. En fait, vous savez, Raymond Aron avait écrit L'opium des intellectuels, qui montrait en quoi toute une vague d'intellectuels avait été séduits par le communisme. Et on s'aperçoit qu'il y a un mécanisme un peu similaire d'un opium, un nouvel opium des intellectuels qui serait l'islamisme. Séduit par l'islamisme. Oui, c'est ça. Ou qui voit un intérêt électoral derrière. En tout cas, séduit intellectuellement, assurément, qu'il y ait des intérêts électoraux, ça va de soi. Mais séduit, ce qui est plus profond, j'oserais vous dire un peu cyniquement, s'il n'y a qu'un intérêt électoral, on pourrait espérer qu'un jour, il fasse la démarche inverse. J'ai l'impression qu'il y a une démarche intellectuelle réelle derrière, qui consiste à faire de l'islamisme la nouvelle cause des opprimés. La nouvelle cause des opprimés, les opprimés du peuple. Hein. Oui. On revient sur Toulouse. Qu'est-ce qui s'est passé à Mulhouse, pas Toulouse, Mulhouse. Mulhouse dit du blocage juridique dans lequel se trouve la France. Et deuxième question liée à ça, quand la règle du droit ne protège pas les Français, il faut changer la règle, dit Bruno Retailleau. Comment ? Est-ce qu'il faut une réforme de la Constitution ? Est-ce qu'il faut un référendum ? Il faut d'abord un rapport de force, mais il l'a dit, avec l'Algérie. Des rapports égaux, symétriques, et pas des rapports asymétriques. Nous avons des rapports asymétriques avec l'Algérie. Et l'Algérie, c'est un grand pays qui doit être adulte et s'assumer, y compris assumer ses échecs et arrêter de faire porter ses échecs sur une histoire de colonisation qui remonte maintenant à 60 ans. Deuxièmement, il y a des dispositions à prendre. L'abolition d'un trait de plume, on peut abolir l'accord franco-algérien de 68. Alors, il n'y a aucun scandale à faire cela. Vous qui avez des relations très de proximité avec Bruno Retailleau. Mais il est très favorable à cela. Il est favorable, mais est-ce que ça va se faire ? Il est très favorable. Et pour ça, il faut un accord politique. Vous savez qu'aujourd'hui, une des difficultés du pays, c'est qu'il n'y a pas de majorité politique. Et donc, vous ne pouvez pas faire tout seul. Dénonciation de l'accord, non pas pour humilier l'Algérie, contrairement à ce qu'un certain nombre de gens disent, simplement pour mettre l'Algérie au même plan que d'autres pays, en particulier du Maghreb. Il n'y a pas de raison que l'Algérie ait plus de droits, entre guillemets, sachant que l'Algérie ne joue pas le jeu. Quand il refuse l'expulsion de ressortissants algériens dont il est prouvé qu'ils sont algériens, eh bien, ils contreviennent aussi à ces accords. Donc, ces accords ces accords aujourd'hui sont très asymétriques. Deuxièmement, il y a probablement quelque chose à faire sur les visas. Écoutez, dans ces cas-là, s'ils ne reprennent pas les OQTF, plus de visas. Je pense qu'il faut mettre une symétrie. Rapport de force. Il y a aussi peut-être quelque chose à faire sur la question et c'est valable peut-être pour tous les pays qui ne refusent de reprendre leurs OQTF. La question des transferts de fonds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre de gens travaillent en France. Moi, je m'étais fait porteur de cette idée lors de la primaire de la droite. Quand vous travaillez, vous êtes ressortissant à l'étranger, vous travaillez en France, vous produisez de la richesse, vous envoyez une partie de cette richesse de la France vers le pays d'origine, ce qui prive la France d'une partie de la richesse qui disparaît. Et donc, il faut... Eh bien, en contrepartie, ce n'est possible que si les pays en question respectent les règles, en particulier de réception de leurs OQTF. Mulhouse toujours, donc on l'a précisé, le terroriste de Mulhouse a été condamné à 6 mois de prison ferme pour apologie du terrorisme après le 7 octobre. Ouais. D'abord, les individus qui se livrent à des apologies du terrorisme sont-ils des individus dangereux ? Et puis c'est lié aussi à ce qui s'est passé à une proposition de loi de novembre dernier déposée par le député LFI Hugo Bernalicis, soutenu par l'ensemble de son groupe, une proposition de loi visant à abroger le délit de provocation et d'apologie du terrorisme du code pénal. Qu'est-ce que ça dit de la nature, et je suis désolé de revenir sur LFI, et de la stratégie de LFI ? Cela dit qu'il y a un continuum entre la libération de la parole, virgule, la parole violente, virgule, les actes violents. En fait, il y a un continuum. Quand au micro de votre PC en tant qu'influenceur ou de votre iPhone, vous
asséner en permanence une haine de la France, une autoflagellation. La France est un pays qui a tout fait mal, qui a opprimé. Eh bien, vous créez les conditions de cette haine de la France. Et donc, quand vous avez la haine de la France, eh bien, vous combattez la France. Et sur des esprits simples ou malades, le gars, paraît-il, avait une maladie psychiatrique. Schizophrène. Oui, d'accord. Enfin, de toute façon, pour commettre un attentat, il faut être fou. Il faut pas être sain d'esprit. Hein. Mais tous ces gens qui sont malléables, eh bien, entendent les appels à la haine. Ces appels à la haine, c'est pas gratuit. On n'est pas dans l'intellect. Ouais. On est dans... la violence physique est toujours précédée d'une violence verbale, toujours. Donc, il y a un continuum, oui, bien sûr. Et donc, la proposition de loi de Bernalicis, qu'est-ce que ça dit de l'état de LFI ? L'hyper-relativisation des choses, la volonté de minorer la question de la haine du pays, et le fait, je reviens sur cette histoire, qu'il y a une sorte de continuum où il considère qu'à partir du moment où on condamne les djihadistes et le terrorisme, en fait, ils font une sorte d'amalgame en disant celui qui condamne le djihadisme, en réalité, il condamne tous les musulmans, ce qui est évidemment faux. Ce qui est quelque part peut-être du néocolonialisme. Hein. Et de considérer que les musulmans sont quelque part racistes, antisémites, et ainsi de suite. Exactement. Et cela fait... Les défenseurs et cela fait donc des musulmans, de tous les musulmans, et c'est ça leur stratégie, manipuler les musulmans pour faire des djihadistes terroristes des représentants d'une cause qu'il conviendrait de défendre. Et en fait, on l'a vu dès le 7 octobre, dès le lendemain du 7 octobre. Vous dites, LFI manipule les musulmans, veut manipuler les musulmans ? LFI est un mouvement de pensée plus large, le fameux nouvel opium des intellectuels, qui veut faire de tous les musulmans des opprimés et par voie de symétrie, tout le monde occidental des génocidaires. Alors, le tout dans le contexte de l'après-pogrom du Hamas du 7 octobre. On a appris cette semaine que les deux petits frères, les deux bébés, Kfir Bibas, 9 mois, et Ariel Bibas, 4 ans, sont morts en novembre 2023, étranglés à main nue par des terroristes du Hamas. Qu'est-ce que ça dit de la nature du Hamas et aussi d'ailleurs de la nature de ceux qui soutiennent le Hamas depuis le 7 octobre ? D'abord, est-ce nécessaire de commenter ? Est-ce qu'une cause, quelle qu'elle soit, peut justifier que l'on enlève un bébé et qu'on le tue à main nue, puisque manifestement l'autopsie montre qu'il n'a pas été tué par les fameux bombardements israéliens, et quand bien même, parce qu'ils avaient été enlevés, mais ils ont été étranglés. Non, aucune cause. Et donc cela montre qu'on est passé à autre chose, et que cette autre chose rend caduque ce qu'on se chantait depuis 70 ans, le plus jamais ça. Vous savez, plus jamais ça. En fait, il faut qu'on arrête de dire ça, parce que plus donc jamais ça, on l'a vu. Hein. On l'a vu. Ouais. Plus jamais ça. Nous pensions que c'était acquis. En fait, non, c'est pas acquis. Je veux dire que c'est un nouvel antisémitisme. Et bien entendu, le nouvel antisémitisme. Vous savez, Primo Levi, quand il raconte l'arrivée à Auschwitz, raconte une scène qui est malheureusement intéressante et révélatrice. Ils n'ont pas bu depuis 3 jours dans le train. Ils ont soif et il y a des morceaux de glace à la fenêtre. Il détache un morceau de glace pour le porter à sa bouche. Un gardien arrive, il lui arrache le morceau de glace et lui enlève de la bouche, l'empêchant de boire. Et il dit « Warum ?» Pourquoi ? Et le gardien lui dit « Hier ist kein Warum ?» Ici, il n'y a pas de pourquoi. Tout est résumé là-dessus. En fait, il ne sert à rien d'expliquer le pogrom. Il n'y a pas d'explication. C'est une haine pure. Les terroristes du Hamas, les nouveaux nazis ? Ce sont évidemment les nouveaux nazis. Leur soutien des collabos ? Regardez, c'est assez aussi révélateur. Toute la stratégie du Hamas est d'utiliser les thèmes antisémites de toujours. Domination, impérialisme, manipulation, et même jusqu'à le juif tueur d'enfants, qui est la légende qui est véhiculée depuis le XIe siècle en Europe. Ils utilisent immédiatement cela dès le lendemain, d'ailleurs. Et ces soutiens en France, elle est fait pareil. Exactement. Exactement. Est-ce que c'est juste de dire, puisque le Hamas sont des nouveaux nazis, leurs soutiens sont des collabos ? C'est juste ou pas ? Oui, ils collaborent à une cause qui est la cause du Hamas, certainement. Et si vous voulez, il nous explique que
l'islamophobie, en fait, c'est la cause principale du djihadisme. Il y a une sorte de renversement. Nous serions responsables de ce terrorisme, ce seraient des individus à comprendre. Les djihadistes sont des gens à comprendre. Les terroristes du Hamas sont à comprendre, parce que les pauvres, ils sont enfermés à Gaza. Et donc, il y a eu un inversement, mais pas... le 7 octobre, le jour même ou le lendemain, on vous expliquait, oui, en fait, il faut les comprendre, les pauvres. En fait, il ne faut pas les comprendre. Il n'y a pas de gentils nazis. Il n'y a pas de gentils Hamas. Et il n'y a pas de gentils Hamas. Il n'y a pas de gentils Hamas. Un sondage Ipsos pour le CRIF démontre les ravages de la stratégie de Mélenchon. 20% des sympathisants de LFI souhaitent le départ des Juifs de France. 40% affirment avoir de la sympathie pour le Hamas. 55% adhèrent au moins 6 clichés antisémites. De quoi LFI est-il le nom? De quoi Mélenchon est-il le nom? Bien, l'exploitation cynique de la cause palestinienne est très clairement un facteur très puissant de désinhibition des ennemis des Juifs en France. Et il y avait un antisémitisme résiduel en France. Enfin, résiduel n'est peut-être pas le mot, en tout cas honteux, qui n'osait plus s'exprimer, fort heureusement. Donc l'antisémitisme d'extrême droite. Ou d'origine religieuse. Ouais, enfin un antisémitisme latent, et il est très clair que l'hyper-exploitation de la cause palestinienne, la manipulation de celle-ci, parce que je rappelle que les premiers ennemis des Palestiniens, c'est le Hamas, c'est un puissant facteur de désinhibition des ennemis des Juifs, très clairement. Le fait de dire il y a un complot occidental, le complot occidental américain, israélien, sioniste, occidental, en fait, expliquerait le malheur de tous les musulmans et de tous les Arabes en pays arabes, est un puissant facteur, oui, qui véhicule le nouvel antisémitisme. LFI, le premier parti antisémite de France? En tout cas, premier parti qui véhicule à la fois des messages à connotation antisémite, qui également cultive cette idée, malheureusement si connue dans l'histoire de l'Europe, que les Juifs sont des agresseurs et des assassins. Oui, donc c'est de l'antisémitisme, hein? C'est de l'antisémitisme, LFI, clairement. Premier parti antisémite? LFI, premier parti à véhiculer une vulgate antisémite, très clairement. Il n'y a pas d'antisémitisme dans nos rangs, car on a un député de religion juive et la personne qui s'occupe de la presse est de religion juive. Oui, c'est ça. Que vous inspire cet argument entre guillemets massu avancé par Sébastien Delogu, le député Sébastien Delogu, pour balayer les accusations d'antisémitisme contre la France insoumise et ses élus? C'est tellement gros que j'ai honte presque de commenter une telle phrase, mais vous savez, c'est le raciste qui vous explique qu'il n'est pas raciste parce qu'il a un copain noir. C'est le collabo qui est la libération devant ses juges disent mais moi j'ai sauvé mon voisin juif. C'est tellement pitoyable de devoir commenter des choses aussi évidentes. Non, pourtant il est avocat sur les bancs de l'Assemblée. Vous êtes jugé sur vos actes. Vous êtes jugé, comme vous êtes un homme politique, sur ce dont vous êtes responsable. Et quand vous véhiculez une vulgate antisémite, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'il y ait des gens qui prennent des couteaux et qui, comme à Berlin hier, à Berlin aussi, au musée de la Shoah, au mémorial de la Shoah. Absolument. Poignarde en disant, le type a dit, je voulais tuer des Juifs. Les choses sont claires. Donc ça veut dire que Delogu, il diffuse, il relaie des vulgates antisémites. Mais bien entendu. Oui. Delogu et pas que lui. Quand vous minorez la responsabilité des djihadistes en disant au fond ces pauvres gens sont allés assassiner des familles entières parce qu'ils ne faisaient que se défendre, qu'est-ce que vous accréditez sinon l'idée que les Juifs sont dominateurs et les Juifs sont des assassins? Et donc évidemment face à ils disent aussi à LFI tout a commencé en 48. Ils disent cela, bien entendu. Et ils disent surtout que la bande de Gaza est une prison. Et cette prison, eh bien, les gens ont la légitimité d'essayer de s'en échapper en oubliant que la frontière sud de Gaza avec l'Égypte est évidemment, elle, totalement fermée. Alors au passage, on a constaté un nouveau dérapage des Insoumis cette semaine avec la députée Clémence Guettet qui a affirmé, je la cite, que tous les attentats en France sont commis par l'extrême droite. Par l'extrême droite. Niant ainsi les massacres sanglants des islamistes.
Mais absolument, il y a Clémence Guettet, il y a Ercilia Soudej, je vous le disais tout à l'heure, hein, qui soutient Aed Taïmimi, qui appelle à boire le sang des Israéliens. Donc on est sur des gens qui appellent à la fois, qui relaient, qui n'appellent pas eux-mêmes à tuer, bien entendu, je n'ai pas dit ça, mais qui relaient des gens qui appellent eux-mêmes à tuer. Et une autre manière plus soft, c'est Madame Guettet qui dit effectivement, relativise en disant non, mais tout le monde sait que les attentats sont d'extrême droite. Je vous renvoie à l'étude de la Fondapol qui montre que l'antisémitisme atteint des niveaux absolument ahurissants en France et particulièrement depuis le 7 octobre. Ce qui est quand même flagrant, mais il faut bien le comprendre, c'est que depuis le 7 octobre, il y a eu l'effet du 7 octobre en Israël. Mais on aurait pu penser que dans nos pays civilisés, le 7 octobre mobilise toutes les bonnes volontés en disant tout ça, plus jamais ça, etc., etc. Mais en fait, le 7 octobre a été une libération des haines. Et ce que je reproche à LFI, c'est d'avoir importé sur notre territoire non seulement ce conflit israélo-palestinien, mais surtout cet antisémitisme exacerbé d'un certain nombre d'habitants de Gaza. Alors, autre sujet, autre thème, l'Ukraine. Donc, il y a cette rencontre qui aura lieu demain à la Maison-Blanche entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre ? Le président français peut-il parvenir à faire changer d'avis son homologue américain qui multiplie ces derniers jours les attaques très dures contre l'Ukraine et contre Zelensky, entre guillemets, le dictateur ? Plusieurs choses. D'abord, je rappelle qu'en 1938, à la conférence de Munich, quand Daladier, Chamberlain, Mussolini et Hitler se réunissent pour dépecer la Tchécoslovaquie, dans la chambre à côté, il y a le chancelier Beneš, le Tchécoslovaque. Le Tchécoslovaque, il n'est pas admis à la table des négociations. Et donc, quand j'ai vu Poutine et Trump discuter, mais Zelensky dans la chambre à côté, je me suis dit, au fond, l'histoire ne bégaye-t-elle pas ? À nouveau Munich, on a entendu à nouveau Munich ? C'est la question qu'il faut se poser, oui. Ce qui est très clair, c'est qu'une capitulation forcée de l'Ukraine serait une capitulation de l'Europe. Et ce que j'attends... C'est ce que dit Emmanuel Macron. Et ce que j'attends d'Emmanuel Macron, c'est qu'il nous aide à répondre à cette question qui paraît un peu folle à poser. Les États-Unis sont-ils toujours nos alliés ? Et votre réponse ? J'attends la réponse. Et comment ils peuvent le prouver qu'ils sont toujours nos alliés, les États-Unis ? Eh bien, en continuant à aider l'Ukraine à se défendre. Parce que là vous avez vu les dernières déclarations. Donald Trump, ils doivent nous rembourser les fonds qui lui ont été donnés pour se défendre. C'est pire que cela. Les États-Unis mettraient la main sur une part de terres rares, etc. Ça s'appelle un peu, ça s'appelle la colonisation. Tu me donnes les terres. Et, donc colonisation de l'Ukraine par les États-Unis par Donald Trump. Oui, bien sûr, c'est sa proposition, c'est de coloniser une partie des terres de l'Ukraine pour se payer sur la bête. Ça s'appelle de la colonisation. Alors, sommes-nous toujours alliés ? Je l'espère, bien entendu. Comment le prouver ? Bien, continuer à donner à l'Europe les moyens de se défendre. Parce qu'une fois que l'Ukraine sera tombée, ne vous faites aucune illusion. Aucune illusion. Ça ne s'arrêtera pas là. Vous aurez la Géorgie, vous me direz, c'est pas dans l'Union européenne. Vous aurez un des pays baltes, parce que c'est facile. En fait, nous découvrons les conséquences... Donc nous sommes en 1938. Oui, absolument. Et nous découvrons, comme en 1938, les conséquences de notre confort naïf. C'est quoi le confort naïf de l'Europe ? D'un côté, nous avons confié notre sécurité aux Américains. L'OTAN ? Exactement. Et de l'autre, nous avons confié notre sécurité énergétique à la Russie. Du côté de l'Allemagne, notamment. Oui, enfin très largement. L'Allemagne étant le plus gros consommateur. Les conséquences, c'est que quand vous n'avez plus et la Russie qui vous agresse et les États-Unis qui vous lâchent, eh bien vous avez une difficulté. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est assez simple. Ça s'appelle un réarmement très rapide. Là, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron aussi. Nous avons des fonds de... Augmenter les budgets de la défense dans l'ensemble des pays européens. Oui, mais on pourrait déjà utiliser, il y a environ 50 milliards tous les ans que nous utilisons à ce qu'on appelle des fonds de développement régionaux, une centrale thermique en Pologne, une autoroute en France. Eh bien, cet argent, 50 milliards par an, donc c'est loin d'être rien. Mais l'argent ne suffira pas. Il faudra des capacités de production. Nous n'avons pas de capacité de production. Il ne faudrait pas que les Européens se mettent à acheter des armes américaine avec cet argent. C'est ce qu'a fait la Pologne. Hein. Oui, absolument. Et deuxièmement, il y a la question de la masse. Parce que pourquoi l'Ukraine est en mauvaise posture ? L'Ukraine, simplement, a un problème de ressources humaines. Et vous avez beau donner des chars et des avions aux Ukrainiens, il leur manque des soldats. Et donc, nous allons avoir aussi, peut-être demain, un problème de masse.
Et je pense que nous devons mettre sur la table de la discussion politique le retour de la conscription. Retour de la conscription ? Il faut se poser la question. Est-ce qu'on a les moyens de rétablir la conscription ? On a les moyens, il faut se donner les moyens de se défendre. Les moyens de se défendre, ce sont des ingénieurs qui imaginent des armes nouvelles, des capacités de production pour fabriquer des chars, mais simplement des munitions. Nous avons besoin de munitions. On fabrique des canons César, mais nous n'avons pas suffisamment d'obus. Et deuxièmement, des hommes pour les faire fonctionner. Pardon, il y a un problème de masse. La massification des armées, c'est important. On avance. L'Allemagne. Élection aujourd'hui en Allemagne, avec une montée en puissance annoncée du parti d'extrême droite AfD, voire néo-nazi, en faveur duquel Elon Musk a fait campagne. Qu'est-ce que vous inspire cette croisade de Musk en faveur de l'extrême droite, non seulement allemande, mais aussi européenne ? Qu'est-ce que ça dit d'Amérique et de Trump ? Ça m'inspire un grand effroi sur la capacité des États-Unis, d'une manière très décomplexée, à s'immiscer dans les affaires intérieures des États. Imaginez que le président Macron ou le chancelier allemand soit allé aux États-Unis soutenir Biden lors d'un débat. Ça aurait été dément. Et condamnable. Et donc, c'est condamnable quand vous êtes un homme politique, et Musk est un homme politique de fait, vous n'entrez pas, vous n'initiez pas dans les affaires des États étrangers. Politique française. Est-ce que vous croyez aux vertus, à la nécessité, aux bienfaits du socle commun, Renaissance, LR, Modem, UDI, Horizon, socle commun ? Écoutez, moi, ça fait 2 ans, je suis d'ailleurs le premier député LR à avoir dit qu'il fallait qu'il y ait un socle commun, que face à l'impossibilité du pays d'être gouverné, avec un tiers à droite chez Marine Le Pen, un tiers chez LFI, chez Mélenchon et ses amis, il fallait que les gens de bonne volonté au milieu se mettent à travailler malgré leurs différences. Vous croyez c'est bien fait donc du socle commun ? Mais je crois que c'est même indispensable. Indispensable. Alors justement, pourquoi je vous pose cette question ? Pourquoi dans ces conditions vous êtes-vous opposé à LR à la nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel ? Est-ce que c'est pas une brèche dans cet accord entre les partis du socle commun ? La participation à un gouvernement ne signifie pas que chacun range ses idées, son caractère, etc. Vous le regrettez ou pas Est-ce que vous regrettez la stratégie de LR concernant Richard Ferrand, le vote contre ? Absolument pas. La question qu'on peut se poser avec M. Ferrand, c'est sa capacité à être totalement indépendant du pouvoir exécutif. Ce n'est que cette question. Et on aurait pu se poser la question depuis Mitterrand, voire avant, du temps de Giscard et des anciens présidents. Vous avez raison. De tous les présidents de la Vous avez raison. Tous les présidents ont nommé des gens proches. Toutefois, là, il y a une question de proximité qui est exacerbée. Le livre de vos confrères d'Ave et l'Homme sur la crise Covid montre quand la police saisit la lettre que le président de l'Assemblée va faire au juge dans le cadre de l'enquête, il y a un mot qui est écrit qui disait est-ce que le patron, parlant d'Emmanuel Macron, est d'accord avec cette capacité, avec la réponse que moi, pouvoir législatif indépendant de lui, je fais. D'accord. Donc la question de l'indépendance se pose. Est-ce que c'est pas pourtant ce qui se passe à LR par rapport à Richard Ferrand, un effet collatéral de la bataille Wauquiez-Retailleau pour la présidence de LR ? Non, j'ai entendu cette théorie, dont je ne crois pas du tout. Richard Ferrand n'avait pas la cote pour les raisons que je dis. Alors, est-ce que l'élection, on en vient à cette élection à la présidence de LR, c'est une bataille d'idées, donc entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, ou le retour de la guerre des chefs entre eux ? Alors d'abord, c'est pas une guerre, ça s'appelle une élection. Oui, ça ressemble à une guerre. Ouais, mais c'est une élection. Vous savez, on n'aurait eu qu'un seul candidat. Vous m'auriez dit, monsieur Juvin, quand même, vous n'avez qu'un seul candidat. C'est quoi ce parti ? Il reste 6 minutes, plein de questions. C'est quoi ce parti où il n'y a pas de débat ? Donc c'est bien qu'il y ait une élection, c'est la démocratie. Le logiciel notamment de Bruno Retailleau et aussi de Wauquiez, très identitaire et sécuritaire, c'est le bon ou pas ? Ça fait partie, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Et les LR se caricatureraient s'ils ne faisaient que de l'identité et du sécuritaire. Il faut parler, par exemple, des services publics. J'étais celui qui parlait des services publics. La droite des services publics, ça existe. La droite de la science. Il y a eu un débat à l'Assemblée sur ce qu'on appelle les polluants éternels qui ont été interdits par l'Assemblée. J'ai expliqué que cette interdiction globale, indifférenciée, était absurde. Nous devons, nous, être le parti de la science. Ça veut dire que ceux qui ont, par rapport à ce logiciel identitaire sécuritaire, ça veut dire que ceux qui ont refusé de participer au gouvernement ont eu tort ? Je pense que ça a été une erreur stratégique, bien entendu. Qu'est-ce qui fait que Retailleau... Il y en a deux notamment qui ont refusé. C'est Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez. Je pense qu'ils ont fait une erreur, je leur ai dit. Qu'est-ce qui fait que Bruno Retailleau, aujourd'hui, a la cote ? Il y a son action en tant que... Il y a sa personnalité, certainement. Mais il y a aussi le fait simplement qu'il participe au gouvernement. Les Français sont des légitimistes et l'exercice gouvernemental prouve que vous êtes capable de le faire.
Alors, dans l'actualité de cette semaine, il y a le classement sans suite dans la procédure pour harcèlement moral et abus de faiblesse visant Julien Bayou, l'ancien patron d'ELV. Donc, classement sans suite pour absence d'infraction. L'ancien patron d'ELV et ancien député, Bayou, qui estime avoir tout perdu, et il charge son ancien parti, l'accusant d'avoir fait preuve de médiocrité et de lâcheté. Il a raison ? Il a raison, mais enfin, quand vous faites partie... Alors d'abord, ce qui a été fait est scandaleux. Ils l'ont cloué au pilori. Je crois même que Mme Tondelier avait écrit à 10 000 adhérents leur disant « S'il vous plaît, dites-moi si vous avez vu des faits ». Ça signifie que c'est une sorte d'appel à la dénonciation. Mais surtout, vis-à-vis de M. Bayou, qui est dans une situation bien à plaindre, je lui dis aussi qu'il ne faut pas s'étonner quand on appartient à un parti stalinien de faire l'objet de purge. ELV, parti stalinien ? Oui, de faire l'objet de purge. Qu'est-ce qu'un parti où, avec Sandrine Rousseau qui est en première ligne. La patronne du parti, Marine Tondelier, écrit à 10 000 adhérents en disant « S'il vous plaît, dénoncez des faits si vous les avez vus ». Est-ce que ce n'était pas stalinien, ça ? Est-ce que ce n'est pas la preuve qu'il faut prendre le temps de la réflexion avant de juger de la culpabilité d'une personne mise en cause et que cela doit être que cela soit par une plainte ou par la rumeur ? Bien sûr, aujourd'hui vous êtes condamné avant d'avoir été jugé par la rumeur et on voit bien tout le mal qui est fait à la société de cette rumeur. La justice, ça demande du temps, ça demande du fond, de la connaissance des dossiers, et je n'en peux plus de tous ces gens qui jettent des anathèmes et des accusations définitives sans connaître les dossiers. Alors est-ce qu'il y a justement pas un parallèle à faire entre cette affaire Bayou et les accusations portées contre François Bayrou s'agissant de l'affaire du groupe scolaire de Bétarame ? Mais il y a surtout un deuxième parallèle à faire. C'est un parallèle historique. Je vous rappelle que M. Eddy Plenel de Mediapart, qui a sorti l'affaire, entre guillemets, Bétarame, et qui l'a fait prospérer actuellement, est celui qui, il y a une trentaine d'années, avait cloué au pilori, comme rédacteur en chef du Monde, Dominique Baudis dans l'affaire soi-disant de torture d'enfants, et même cause, mêmes effets. C'est-à-dire, ce sont des gens... C'est-à-dire, attendez, une question, ça veut dire que pour vous, l'affaire Bayrou, c'est une nouvelle affaire Baudis ? En tout cas, ça y ressemble. En tout cas, le mécanisme est toujours le même. On jette en pâture une rumeur, et en l'occurrence là, des faits avérés, et on dit mais Bayrou est-il responsable ? Et à partir du moment où vous avez lancé ça dans l'esprit des gens qui vont vite, qui regardent vite l'information, on accrédite l'idée que Bayrou était responsable. Donc, il y a un parallèle entre l'affaire Baudis et l'affaire Bayrou, au sens où on manipule l'opinion en essayant de créer une vraie affaire, là où il y a une fausse affaire, au sens où je ne crois en aucune manière que M. Bayrou est responsable de quoi que ce soit. Il y a une manipulation. Manipulation de la part, donc, vous dites Plenel. Écoutez, Eddy Plenel, il était curieusement dans l'affaire Baudis, rédacteur en chef du Monde. Il est aujourd'hui curieusement dans patron de Mediapart. Oui, il y a une vraie difficulté. Moi, j'aimerais que les gens s'expliquent. Est-ce qu'il y a eu un mea culpa de Plenel après l'affaire Baudis ? Je ne m'en souviens pas. Et alors, est-ce qu'il faut parler d'une opération de déstabilisation politique de François Bayrou et par ricochet d'Emmanuel Macron, de la part de LFI et de la part de Mediapart ? Déstabilisation politique. En tout cas, ça sert beaucoup de gens. Il est clair qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que Bayrou saute pour des intérêts différents, et ça tombe assez bien. Oui, bien sûr. Oui. Déstabilisation politique, vous dites ça ? Alors, est-ce que c'est organisé ? Est-ce que ça a été organisé dès le premier jour ? Je ne sais pas. Théorie du complot. Matin, midi et soir, LFI dit... En tout cas, il est clair que ça aide beaucoup, cette affaire aide beaucoup LFI à essayer de mettre en cause Bayrou. Mais il faut être aveugle pour ne pas le voir. Il y a une manipulation de l'opinion dans cette affaire. Et Bayrou a bien répondu d'ailleurs en disant qu'à l'époque où le prêtre se suicide, je crois dans les années 2000, qui est aux affaires ? C'est la gauche. Il faut que la gauche réponde. Donc Bayrou a cité Allègre après lui à l'éducation, 97. Royal, je crois. Et avec Ségolène Royal à l'enseignement scolaire, Isabelle Guicot à la justice, puis après Jacques Lang à l'éducation en 2000, et comme adjoint, ministre délégué, Jean-Luc Mélenchon. Et M. Mélenchon, Jean-Luc délégué. Et donc, je pense que tous ces gens doivent peut-être s'expliquer, alors, dans ces cas-là. Pourquoi une commission d'enquête parlementaire, il faudrait les entendre. Pourquoi rien n'a avancé ? Alors, dernière question, la décision de l'Arcom de fermer C8, est-ce qu'elle est justifiée, est-ce qu'elle est justifiable ? Alors, elle n'est pas compréhensible. C'est une chaîne qui était regardée par beaucoup de Français. Ça va faire également 400 personnes qui vont être au chômage. Moi, la question que je pose sur l'Arcom, il faut évidemment probablement une... Donc, parce que, pour nos éditeurs, ça a été une décision
de l'Arcom. Absolument. Mais qui est une autorité régulatrice, ça me semble logique. Toutefois, ce qui est frappant dans la vie quotidienne de l'Arcom, c'est la question des saisines. Vous pouvez saisir l'Arcom parce qu'il y a eu une parole qui vous a déplu, etc. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi l'Arcom poursuit certaines paroles et pas d'autres. Et l'Arcom poursuit parfois des faits et des paroles qui ne sont pas condamnables devant les tribunaux de la République. C'est-à-dire que le législateur n'a pas considéré que telle ou telle parole pouvait être condamnée. En revanche, l'Arcom condamne. Ça veut dire qu'il y a un problème Arcom et pas C8 ? Ah bah il y a un problème Arcom. Ouais. Regardez l'affaire de quand Hanouna, il y a eu les insultes à l'encontre du député Boyard, là, du petit jeune. Je crois que ça a été 3,5 millions que l'Arcom a infligé comme amende à C8. Et en même temps, les tribunaux, 4 000 €. Donc, on devrait se poser la question de savoir comment l'Arcom travaille, sur quelle base il choisit de juger les saisines dont il fait l'objet. Et a priori, il n'y aura pas de retour en arrière. Pourtant, est-ce que vous dites, comme Rachida Dati, que les téléspectateurs considèrent qu'on les prive injustement d'un média ? Très clairement, la liberté d'expression, c'est avoir la possibilité d'avoir des visions très différentes. J'avoue que je n'ai pas compris cette décision, à moins que ce soit une décision très, très politique. Mais, très politique, mais venant de l'Arcom ou venant d'au-delà ? Eh bien, on verra. L'histoire le dira. Ouais. En tout cas, rien ne justifie qu'on ait supprimé C8. En tout cas, à moins qu'on le justifie par l'inconfort que cette chaîne procurait à un certain nombre de gens. Quels gens ? Tous ceux qui n'aiment pas que l'on ait une parole qui ne soit pas une parole lissée. Merci en tout cas Philippe Juvin d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J, puis à dimanche prochain. Merci.